tranche de vie, une émission proposée par JF. Chers amis de Tranche de Vie, je suis aujourd'hui avec deux jeunes femmes, Charline et Laura, qui sont des travailleuses sociales et qui ont en commun une passion qui est celle des voyages. Charline et Laura vont à la rencontre des habitants des pays qu'elles visitent et elles accumulent les souvenirs de choses qu'elles voient, des gens qu'elles rencontrent et des petites aventures qui leur arrivent dans ces pays. Charline, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire quelle est votre activité ? Oui, bonjour, Charline. Donc, je suis intervenante sociale dans une association de Périgueux et je m'occupe de personnes en situation d'exclusion essentiellement. Voilà, des personnes étrangères, des personnes françaises, voilà. Laura, est-ce que vous faites le même travail que Charline ou à peu de choses près ? Alors bonjour, donc moi c'est Laura, donc effectivement je travaille dans la même association que Charline, c'est d'ailleurs par ce biais qu'on s'est rencontrés. Par contre on n'est pas sur le même service, moi j'accompagne des personnes qui sont hébergées par notre association en vue de leur réinsertion. Alors comment vous est venue, vous êtes rencontrés, vous êtes devenus amis, comment vous est venue cette passion des voyages ? Charline ? Cette passion, donc effectivement oui, avec Laura on s'est rencontrés, on s'est de suite entendus, on a échangé plein de choses avant les voyages, du sport et d'autres choses, des sorties. Et voilà, un jour on s'est dit pourquoi on n'essayerait pas de partir toutes les deux. Et le premier voyage a été en Suède, donc il y a 4 ans maintenant. Et après on s'est dit qu'on allait essayer de se faire un voyage par an toutes les deux. Jusqu'à présent, on a tenu. Alors, je précise que Laura et Charline sont de très jeunes femmes, hein, donc elles en sont tout à fait au début de leur expérience voyageuse, dont je leur souhaite qu'elle soit longue et fructueuse. Alors, Laura, est-ce que pour vous ou pour Charline, est-ce qu'il y avait quelque chose dans votre éducation qui vous prédisposait comme ça à aller à l'inconnu, redécouvrir des pays étrangers ? Alors moi c'est vrai que du coup ma grand-mère a beaucoup voyagé et elle m'a montré, elle partait en voyage plutôt en groupe, donc elle visitait plutôt les sites touristiques. Moi, contrairement à elle, du coup je préfère voyager mais aller à la rencontre plutôt des habitants et être au plus proche de la population. Donc peut-être c'est grâce à elle que j'ai ce souhait-là de voyager. Et puis c'est peut-être aussi votre occupation qui vous prédispose à plutôt rechercher des contacts personnels qu'à voyager en groupe. Alors, quand vous allez dans un pays étranger, qu'est-ce que vous regardez ? Est-ce que c'est la culture ? Est-ce que c'est une végétation différente ? Est-ce que c'est une nourriture différente qui vous attire ? Ou est-ce que c'est uniquement les contacts avec les gens ? C'est un peu tout, vraiment, on aime tout découvrir, les gens, la culture, évidemment associée aux gens, la végétation, les paysages, on essaye vraiment de profiter à fond de tout. On part pas essentiellement pour visiter un lieu. Au départ, on essaye de se faire un petit projet, un petit périple, mais finalement, c'est pas souvent tenu à la lettre. On part et on voit sur place. Vous allez à l'aventure, un petit peu. Et alors, cette manière de voyager, j'imagine, en fonction de votre jeunesse, en fonction de votre travail, que vous n'allez pas tous les soirs dans des 4 étoiles. Donc, est-ce qu'il vous arrive de coucher chez l'habitant ? Est-ce qu'il vous arrive de partager la vie des gens ?
Alors effectivement, non, on n'a pas le budget qui nous permet d'aller dans des hôtels 4 étoiles, et puis c'est pas ce qu'on recherche. On préfère, oui, des fois dormir chez l'habitant. Il nous est arrivé aussi de dormir dans une voiture ou à la Belle Étoile. Voilà. Bon, ça c'est très bien, c'est vraiment un bon tourisme. Et là, dans un pays comme le Sénégal que vous avez visité récemment, qu'est-ce qui vous a étonné? Est-ce que d'abord c'était votre premier contact avec l'Afrique subsaharienne? Oui, c'était notre premier contact. Qu'est-ce qui nous a étonnés? Tout. On s'attendait pas à ce qu'on a vu, vraiment. Tout. On était voilà, chez l'habitant pour le coup dans ce pays-là. Et tout nous a étonnés. On revient avec plein de souvenirs. Ce qui a été compliqué, c'était vraiment les enfants des rues au Sénégal. Ça nous a... Voilà, on en parle encore souvent. La pauvreté, la maladie. En tant que travailleuse sociale, vous avez reçu le choc, vous avez été ému par la condition des enfants dans une grande ville comme Dakar, qui est devenue une métropole énorme, comme vous avez dû le voir. Mais vous étiez dans quelle région, alors, du Sénégal? Alors du coup, la famille chez qui on a été était à Mbour, donc c'est une petite ville qui se situe à côté de Saly, qui est Saly, une ville plutôt touristique. Donc c'est vraiment le grand écart entre les deux villes. Et d'être chez l'habitant, ça nous a permis aussi de voir donc ces enfants des rues qu'on appelle les talibés, qui font, on va dire, la manche, qui font de la mendicité pour avoir à manger et qui font du porte-à-porte pour manger les restes de chaque famille. Ce qui nous a choqué au début et même les jours suivants, c'est la façon à laquelle ils se jetaient sur cette alimentation. C'est que même les animaux en France ne se jettent pas de cette façon sur la nourriture. Vous parlez des talibés. Vous savez que les talibés sont des enfants qui sont accueillis dans des écoles coraniques pour apprendre par cœur les versets du Coran. Et donc, cette manière de vivre, en mendiant, en récoltant autant de ressources monétaires notamment possibles pour leur madrasa, c'est quelque chose qui fait partie de la vie religieuse traditionnelle. Oui, ça en fait partie. Ça en fait partie. Après, voilà, on a pu discuter beaucoup avec la famille qui nous a accueillis de ces conditions de vie des talibés et on s'était renseigné au préalable et en revenant. On s'est également renseigné, puisqu'on a été à la pouponnière de Mbour, où il y a un accueil, il y a une partie de cette pouponnière qui accueille des talibés qui réussissent à s'enfuir de ces marabouts. Ça en fait partie. Après, c'est des choses à changer, parmi tant d'autres. Ces enfants, ils sont vraiment... Voilà, on nous a expliqué tout le déroulé. Ils viennent souvent de très loin du Sénégal. Ils sont donnés par les parents. Les parents espèrent de meilleures conditions de vie pour ces enfants. La plupart ne pensent pas même que ça va être des conditions comme celles qu'ils vivent. Mais c'est des choses à changer, vraiment. Ah oui, non, mais là, ça j'en conviens parfaitement. Il est clair que partout, la condition des talibés est une condition très difficile. Et encore, vous parlez de pouponnière, ça veut dire que vous êtes allé à la rencontre quand même d'organismes qui ont des préoccupations sociales voisines des vôtres. Et qu'est-ce que vous avez vu? Quelles sont les personnes que vous avez rencontrées dans ces organisations? Donc on a été à la pouponnière de Mbour. On a rencontré beaucoup de Français là-bas à la pouponnière qui faisaient du bénévolat sur des grandes durées avec les enfants. Et quelques étudiantes éducatrices, justement. C'était rigolo de discuter avec finalement des jeunes femmes qui font le même métier que nous, mais à 8000 km de la France. On a rencontré des dames qui travaillent, alors des Sénégalaises qui travaillent à la pouponnière quelques heures par jour.
On a pu échanger et finalement on s'est rendu compte que les associations là-bas, évidemment, n'avaient pas les mêmes moyens et pas les mêmes réglementations que chez nous. Et même à la Pouponnière, où c'est un endroit qui œuvre pour essayer de sauver ces enfants, et même à la Pouponnière, finalement, ces enfants, ils sont pas si bien que ça. Il faisait très chaud, on a pu discuter avec des bénévoles qui étaient sur place régulièrement, qui nous expliquaient qu'elles devaient aller demander à la direction d'allumer la climatisation. Les enfants étaient en nage, pas changés, sous 30-35 degrés. Voilà, même dans ces associations-là, finalement, il y a des choses à faire. Voilà, le témoignage de Charline est tout à fait émouvant, mais je voudrais aussi demander à Laura, maintenant, de nous parler un petit peu du cadre. Charline a évoqué la chaleur, qui peut être effectivement écrasante au Sénégal, mais qu'est-ce qui vous a surpris dans le cadre, dans l'habitat, dans les paysages? J'imagine que vous avez vu les grandes plages de Mbour, et tout à l'heure vous nous parliez de ces hôtels de luxe, de ces stations touristiques de luxe qui sont situées à proximité de Bourg et qui accueillent des Européens qui pratiquent une autre forme de tourisme que la vôtre. Alors, malgré tout, dans ce que vous avez vu du Sénégal, qu'est-ce qui vous a surpris? Alors c'est vrai qu'on savait que c'était un pays très chaud, donc on se doutait qu'il allait avoir beaucoup de sable, mais enfin moi ce qui m'a surpris c'est qu'il n'y avait pas du tout de route goudronnée dans Embourg. Donc du coup on a pris des taxis qu'on ne verra jamais en France, des taxis qui n'ont pas forcément de pare-brise ou tout cassé, qui n'ont pas de poignée aux portes. Voilà, enfin des choses très difficiles à s'imaginer d'ailleurs. Il faut l'avoir vécu, je pense, pour s'en rendre compte. Les plages de Embourg sont très grandes, mais par contre sont très sales, puisque maintenant la mairie ne fait plus de nettoyage sur ces plages. Et à contrario, on a été du coup à Sali, qui est une ville plutôt touristique, où c'est que là, voilà, c'est une ville balnéaire avec de grands hôtels, des casinos, des plages toutes propres. Où c'est qu'on ne se croirait pas du tout au Sénégal. Donc nous, on était plutôt contentes d'être dans une ville comme Embourg. Bien sûr, ce que la masse des touristes recherchent, c'est pas du tout d'être au Sénégal, c'est d'être au soleil, sur des plages bien nettoyées. Mais vous savez aussi que les saletés qui s'accumulent sur les plages de l'Atlantique, au Sénégal comme ailleurs, elles viennent pas forcément des Sénégalais, hein. Elles viennent du large, elles viennent des millions, des dizaines de millions de tonnes d'ordures qui sont déversées quotidiennement, enfin annuellement dans l'océan. Parlez-moi un petit peu de la végétation aussi, puis est-ce que vous avez noté l'emprise de la religion musulmane? La végétation, alors écoutez, on est essentiellement resté quand même avec la famille hein, pour vivre tout le temps avec eux. Donc la végétation de Embourg, ça reste à mon souvenir, hein, beaucoup de sécheresse, donc des arbres morts, secs, quelques jolies fleurs. Après, c'était axé essentiellement sur du sable, tout ça. Oui, c'est pas le Périgord. Hein. Ah, mais alors, vous viviez dans une famille qui avait un logement sénégalais, urbain, classique, avec des petites pièces réparties autour d'une petite cour intérieure. Alors voilà. Oui, on vivait dans une famille, effectivement, avec cet espace de maison-là. Très jolie maison où, effectivement, l'habitat est conçu autour de la cour la cour extérieure, finalement, est la pièce centrale de la maison. Ouais, c'est comme une espèce de patio au milieu. Il y a un manguier dans le patio. Il y a un manguier, un cocotier. Et puis du coup dans ce patio on y a passé tout le temps puisqu'il y avait la cuisine, les bassines, voilà les bassines
la cuisine sénégalaise. Voilà. Voilà. Et puis assis sur des petits tabourets, et voilà, vous avez passé le temps agréablement à l'ombre du manguier et du cocotier. Et de quoi avez-vous parlé? De quoi parliez-vous avec votre famille? On parlait, alors il nous posait beaucoup de questions sur un peu voilà ce qu'était la France. C'est surtout nous en fait qui avons posé des questions hein, sur tout le temps sur comment était le Sénégal. Ce qui était bien, c'est que dans cette famille, il y avait un jeune homme de notre âge à peu près. Donc on était vraiment à l'opposé à deux cultures, mais complètement différentes. On a beaucoup parlé effectivement religion. Je sais pas trop comment tourner. On a beaucoup parlé parce que de la condition féminine où on était quand même parfois très choqués, pour pas dire vraiment choqués de la façon dont il était avec les femmes de la maison. Nos âges étant à peu près similaires, nous européennes, et avec un peu de caractère, on a pu lui expliquer que voilà, c'est vrai que la façon dont il était avec ces femmes, nous, ça nous questionnait. On a beaucoup échangé là-dessus, autour de la condition de la femme. Et voilà, autour de la religion, c'était vraiment des débats qui étaient intéressants. Alors, avec des jeunes musulmans, on n'a pas pu... Enfin, ils sont quand même très... Ils peuvent pas entendre ce que nous, on a pu rapporter de l'Europe. Hein. Même si vous avez rencontré des francophones qui étaient à un niveau d'éducation qui vous permettait d'aborder des questions quand même un peu difficiles. Et alors, malgré tout, est-ce que vous avez senti, dans l'ambiance générale, vous avez senti la prégnance de la religion musulmane? Tous les jours, vous vous réveillez le matin à l'appel du muezzin? Oui, on a senti la prégnance, puisqu'effectivement, tous les jours, on entendait la mosquée, tout ça. Dans la famille dans laquelle on était, il y avait deux petits-enfants, Fadel et Sadibou. Et Fadel qui était à l'école coranique, donc qui nous expliquait un petit peu. Également parce que on a suivi la culture toute la semaine. Le vendredi, c'est le jour de la grande prière. On a accompagné la famille faire la grande prière. On a mangé le mialé. Le repas de la grande prière avec du lait caillé. Ah oui. On s'est habillé avec les habits traditionnels. On a suivi tout ça. Ah, ça c'est très bien. Alors, puisque Charline a parlé de gastronomie, on va se tourner vers Paola pour lui demander de nous parler un petit peu de la gastronomie sénégalaise. Quelles sont les choses que vous avez appréciées là-bas? Alors c'est vrai qu'en étant du coup chez une famille, on a vraiment pu cuisiner avec eux. Donc on a participé à la confection des repas et notamment du riz au poisson. Voilà, donc on a cuisiné tout ça avec eux. Après on a pu voir qu'effectivement ils n'avaient pas les mêmes... ils n'avaient pas de réfrigérateur ou autre, donc ils allaient faire les courses un petit peu tous les jours. Au marché bien sûr. Voilà, c'est vraiment un autre mode de fonctionnement du coup. Vous étiez assuré d'avoir du poisson frais quand même, qui a été rapporté par les grandes pirogues que vous avez dû voir. Bien sûr. Du coup, c'est vrai que Mbour est une ville de pêche aussi. Où c'est qu'on a été au marché aux poissons, où c'est qu'on a pu voir un nombre impressionnant de personnes qui venaient récupérer les poissons et des pêcheurs qui revenaient. C'est vrai qu'on avait regardé avant de partir des photos, etc. Mais en fait, en le voyant en vrai, c'était irréel. Toutes ces personnes qui étaient sur les plages, qui attendaient le retour des pêcheurs, qui se jetaient entre guillemets sur les bateaux pour avoir les poissons les moins chers et les plus gros ou les meilleurs. D'ailleurs, par ailleurs, on a été pêcher en pirogue avec un vrai pêcheur.
Donc voilà, on est parti à l'aventure, surtout pour moi, puisque alors on est parti sur une pirogue avec avec deux pêcheurs, pardon. On a été pêcher en plein milieu de l'océan. Donc on a fait je sais pas, 1 heure, il me semble, de pirogue pour se retrouver au milieu de l'océan pour pêcher. Alors Charline a réussi à pêcher des poissons, moi pas du tout parce que j'ai eu le mal de mer tellement que ça bougeait. Donc on a dû interrompre ce petit moment de pêche pour revenir à terre. Ben, dites donc, vous êtes des touristes aventureuses, hein. Alors, est-ce que vous avez eu le temps d'aller à Dakar? Très sincèrement, on n'avait pas envie. On a été voir parce que il fallait voir. Après, c'était trop grand, trop gros, trop de bruit, trop de tout. On y a été. On a été voir le grand monument de la Révolution, évidemment, mais on n'y est pas passé. On n'y est pas resté. Vous étiez parti là-bas pour voir des gens plutôt de la campagne, plutôt qu'une grande métropole africaine avec une circulation infernale, un bruit étonnant, une pollution affreuse. Toutefois, à Mbourg, c'est vrai que c'est quand même une ville aussi où c'est qu'il y a beaucoup de bruit malgré tout, puisque on est tombé la semaine où c'est qu'il y avait une compétition de lutte, donc il y avait beaucoup d'animations musicales toute la nuit. Il y avait aussi des chants religieux assez tard le soir, l'appel de la prière le matin. Donc c'est vrai que malgré que ce soit une ville plutôt retirée d'une grande métropole, il y avait beaucoup d'animations. Le bruit ne s'arrête jamais de toute façon, hein, en Afrique où qu'on soit. Mais dites, vous m'avez parlé de quelque chose là de très intéressant. Une compétition de lutte. La lutte sénégalaise, c'est quand même quelque chose de bien connu. Alors qui est-ce qui veut en parler? Alors du coup, je crois que c'est le deuxième soir où c'est qu'on entendait beaucoup de musique, donc on a demandé un petit peu à la famille ce que c'était ces chants. Donc ils nous ont expliqué que c'est une compétition nationale de lutte. Alors c'est vrai que moi personnellement, j'avais jamais vu de compétition de lutte, donc on a décidé d'aller voir. Où c'est que, on va dire qu'il y avait beaucoup de monde et c'était retransmis, je crois. Nous, par ailleurs, un jour, sur la plage, on a essayé de faire de la lutte pour se mettre un petit peu dans la peau des Sénégalais. Très bien. Mais vous savez que la lutte sénégalaise, c'est quelque chose de très fameux, hein, très connu, hein. Et alors, la musique d'accompagnement, vous avez dû entendre des percussions formidables aussi, hein. Donc, j'espère que vous aimez bien ça. On pourrait parler du Sénégal très longtemps, mais nous allons y revenir tout à l'heure. Maintenant, je voudrais quand même que vous me disiez un petit peu quelques souvenirs, vous avez évoqué quelques souvenirs que vous avez gardés de vos autres voyages. Alors, restons en Afrique, si vous voulez, et puis dites-nous un petit peu ce qui vous a surpris au Maroc, ce que vous avez vu au Maroc, aussi bien ce qui vous a intéressé, étonné du point de vue de votre profession, que du point de vue de l'exotisme que vous recherchez, d'un exotisme particulier, c'est-à-dire celui du quotidien en contact avec les populations. Oui, alors on a également une expérience de voyage au Maroc. On est parti il y a 2 ans maintenant. Même principe, hein, on est parti en essayant d'être au plus proche des habitants. En revanche, au Maroc, on n'avait pas de solution d'hébergement chez l'habitant. On a fait un petit périple. Voilà. Au Maroc, je pense que toutes les deux, on gardera un souvenir merveilleux d'une nuit dans le désert. On a passé en fait toutes les deux une nuit avec j'ai mangé le nom. Avec 2 hommes bleus du désert. Dans quelle région? Dans quelle région? On était du côté de Zagora. Au sud de l'Atlas? Voilà. Donc en fait, on a vraiment passé une nuit, mais vraiment c'était quelque chose d'extraordinaire, puisqu'on était avec 2 Touaregs qui ne parlaient pas un mot de français, pas un mot d'anglais. Nous, on a un anglais très approximatif, mais de toute façon, ils ne le comprenaient pas. Et on a vraiment passé cette nuit à 4 dans le désert, à échanger des jeux. Donc on leur a appris à jouer à Kolamaya, et ils nous ont appris un jeu du désert avec des bâtons. Mais c'était vraiment un moment magique, mais enfin, je vous assure,
On était 4 dans ce désert, c'était génial. Loin de tout et sous un ciel clouté d'étoiles. Quels autres endroits du Maroc avez-vous vu? Qu'est-ce qui vous reste comme souvenir du Maroc? Alors c'est vrai qu'on a été aussi du côté de Essaouira, donc on avait décidé de vivre quand même au plus près de la population. On garde toujours ce côté-là, donc on a pris le bus. Et donc c'était quand même pas les mêmes bus qu'en France, bien sûr. Donc on a attendu le départ. Donc en attendant le départ, il y a à peu près 5 ou 6 personnes qui sont montées dans le bus pour faire la manche. Donc à tour de rôle, il y en a un qui récitait des poèmes pour essayer d'avoir un petit peu d'argent, un autre qui était handicapé. Enfin voilà, il y a plusieurs personnes qui se sont succédées dans le bus pour faire la manche. Donc après, nous sommes partis en bus à Essaouira. Moi, il y a plusieurs choses qui m'ont interpellée. C'est vrai qu'il y a des endroits où c'est qu'on s'est arrêté, mais on se demandait en fait où on s'arrêtait parce qu'on voyait aucune habitation autour. Mais bon, des gens descendaient, des gens montaient. Et à un endroit, le chauffeur s'est arrêté. Il y avait des travaux, donc il distribuait de l'eau aussi aux personnes qui faisaient des travaux. Donc c'est vrai que c'est des choses qu'on ne voit pas du tout en France. Donc c'était plutôt sympa à voir. Essaouira vous a plu malgré les touristes? Alors Essaouira nous a beaucoup plu finalement que Marrakech. Le souk est beaucoup plus petit et nous on a trouvé cette ville plutôt conviviale, plus petite et à taille humaine du coup. Puis on était au centre du souk, donc c'est vrai que l'hôtel aussi était très bruyant, mais voilà, c'était vraiment ce qui donnait aussi le charme à tout ça. Oui, je partage un petit peu votre point de vue sur la comparaison entre Essaouira et Marrakech. Alors on va passer rapidement sur une autre destination exotique que vous avez évoquée tout à l'heure, qui est la Suède. Alors là, dites-nous simplement quel est le souvenir qui vous reste de la Suède, Charline? De la Suède, il nous reste un souvenir de choses. On a beaucoup à apprendre, nous, les Français. Pays très propre, gens très très agréables, éducation complètement différente de la nôtre. C'était notre premier voyage. C'était aussi un super paysage. On a pu prendre un bateau et faire toutes les petites îles suédoises. On s'est retrouvés d'ailleurs un jour sur une île, je sais pas, on était 2 sur cette toute petite île. Oh, c'était un super voyage aussi. Est-ce que vous n'avez pas peur de ce que les impressions que vous récoltez comme ça, qui sont les premières impressions, toujours réputées les plus fortes, soient un petit peu optimistes et qu'à l'expérience, un séjour plus prolongé vous permettrait d'apercevoir des côtés quand même négatifs à côté des choses qui vous paraissent très positives et que vous saisissez comme ça du premier coup? Bien sûr, c'est d'ailleurs pour ça que maintenant on a pris la décision d'aller vraiment donc au Sénégal chez l'habitant pour voir aussi et puis pour vivre au quotidien et que eux aussi nous expliquent leur culture, les difficultés qu'ils rencontrent parce que en Suède du coup c'est vrai que c'était notre premier voyage. Ce qui a été compliqué en Suède c'est que les personnes parlaient suédois ou anglais et nous on parle pas anglais donc on n'a pas eu ce contact là. Malgré tout ils étaient plutôt avenants et accueillants, puisque des fois on regardait la carte et des personnes venaient nous demander si ils pouvaient nous indiquer le chemin, alors qu'on n'avait rien demandé à personne. Après, effectivement, la durée, je pense, nous montrerait autre chose des différents pays. Nous allons maintenant évoquer un autre aspect des voyages qui sont censés former la jeunesse, et cette formation, elle s'acquiert à travers un certain nombre d'aventures, des choses inattendues. Et est-ce qu'il vous est arrivé comme ça des aventures particulièrement intéressantes et amusantes ou peut-être dramatiques à l'occasion des voyages que vous avez faits, Charline? Dramatique, non. Alors effectivement, les voyages forment la jeunesse. Notre 4e voyage nous a servi de leçon puisqu'on s'est retrouvés
le dernier soir pour prendre l'avion et rentrer en France. Alors il faut savoir qu'au Sénégal, par rapport aux migrations qu'ils essayent de canaliser au maximum, les Sénégalais n'ont pas le droit de rentrer dans l'aéroport. Ne rentrent dans l'aéroport que les personnes qui ont un passeport. Notre famille nous a déposés à l'aéroport, donc n'a pas pu rentrer, nous a dit au revoir, et puis voilà. On est rentré et notre avion a été annulé. Enfin, je vous passe tous les détails. Néanmoins, on s'est retrouvés au Sénégal avec la famille qui était repartie. Attendez, vous arrivez à l'aéroport, vous rentrez dans l'aéroport, et là, vous vous apercevez que votre vol est annulé. Voilà, on s'aperçoit... Non, après avoir fait quand même... Les formalités après avoir fait les formalités d'embarquement Après avoir patienté un certain nombre d'heures déjà dans la file d'attente, puisque le Sénégal n'est pas la France au niveau des administrations, on nous annonce, enfin on comprend, puisqu'on ne parle pas la langue, que le vol est annulé. Donc on décide de réussir à accéder au personnel de l'aéroport qui finalement nous rassure en nous disant ne vous inquiétez pas, donnez-nous vos passeports, on va vous réattribuer un vol très rapidement. Oui, mais là en fait on s'est rendu compte qu'on n'avait pas pris de vol. En fait, il y a eu une annulation de notre vol quand on était en France, on ne le savait pas. Donc on s'est retrouvés au Sénégal à 23h, à 8000 km de la France, sans vol. Nous n'avions pas pris nos téléphones portables, nous n'avions pas pris nos cartes bleues et nous n'avions plus d'argent. Alors vous êtes à l'aéroport de Dakar, la nuit, sans carte bleue et sans billet et sans aucun justificatif de votre possibilité de sortir du pays. C'est ça. Et là, ma première réaction, en tout cas, c'est celle d'éclater de rire, puisqu'effectivement, il est tard, on est fatigué et on n'a plus rien. Alors, une petite anecdote à préciser quand même, c'est important. Pendant tout notre voyage, on n'a pas du tout été embêtés par ces fameux moustiques sénégalais. Jamais, jamais. Ce dernier soir, à l'aéroport, il y avait des centaines de moustiques partout en plus. Donc on n'arrêtait pas de se faire piquer. Il faisait très chaud, c'était une ambiance très lourde. Donc là, on a essayé de trouver une solution. Enfin, en tout cas, de la chercher. On a fait tout l'aéroport, tous les chefs de compagnie pour expliquer notre situation, que nous étions donc deux Françaises, sans moyen de paiement, sans rien. Est-ce que éventuellement ils voulaient bien nous donner un billet et dès qu'on arriverait en France, on les rembourserait, c'était une évidence. Bon, on s'est fait renvoyer paître gentiment par tout le monde, voilà. On s'est expliqué que non, c'était décemment pas possible et qu'il fallait qu'on trouve une solution. Alors personne n'a voulu vous faire l'avance d'un billet. Vous aviez la monnaie locale, vous l'aviez épuisée avant de partir, en faisant des petits cadeaux. Et alors, maintenant, après le premier éclat de rire, vous commencez à réaliser, j'imagine, le caractère tragique de votre situation. Et qu'est-ce que vous faites ? Non, là on rit vraiment, mais c'était un moment très compliqué finalement. On a été voir donc tous les chefs d'aéroport en leur expliquant. Tout le monde nous a dit que non, c'était pas possible, qu'ils pouvaient pas nous attribuer un vol parce que c'est des systèmes informatisés, qu'on peut pas délivrer un billet, voilà. On s'est dit que du coup, la seule solution, c'était probablement que quelqu'un nous envoie de l'argent en France par mandat cash. Comme ça, on pourrait payer les billets. Il était très tard, il y avait un décalage horaire, on ne pouvait pas réveiller nos familles ou nos amis à cette heure-là, ils se seraient inquiétés. Enfin, c'était compliqué. Et de toute façon, finalement, le mandat, ça ne correspondait pas au niveau des dates, puisqu'il faut savoir qu'on réembauchait à notre travail, en fait, c'est arrivé un dimanche soir, on réembauchait le mardi. Et que du coup, c'était pas possible au niveau de la transaction. Voilà. On a eu peur là quand même, on s'est dit que ça devenait compliqué. Il faut savoir que, en tout cas pendant notre séjour, on a croisé très très peu de blancs au Sénégal. Il n'y avait plus de blancs pour diverses raisons. La première, Ebola, la seconde, il y avait un visa. Donc il y a de moins en moins de blancs au Sénégal. Vous voulez dire d'Européens ? Oui, d'Européens.
Finalement, après avoir épuisé vraiment toutes les possibilités, dans l'aéroport de Dakar, à un moment donné, j'ai vu 2 femmes blanches. Donc j'ai dit à Laura, laisse-moi faire, on y va, je vais essayer de raconter notre histoire. Je me suis approchée, j'ai demandé si elles étaient françaises, elles m'ont dit oui. Et je leur ai demandé si on pouvait leur expliquer notre histoire. Elles ont été un peu surprises et m'ont dit, bah oui, racontez-nous. Et donc là, j'ai tout déballé. J'ai dit, voilà, je vous explique, on est parti, on n'a pas de carte bleue, on n'a pas de téléphone, on n'a plus de moyens de paiement, on n'a pas de billet d'avion pour rentrer. Je sais que c'est quelque chose d'énorme ce que je vous demande, mais est-ce qu'éventuellement vous pourriez nous faire l'avance des billets et promis, dès qu'on arrive en France, on vous rembourse. Elles m'ont demandé combien ça coûtait, évidemment. On ne s'était même pas renseigné du prix du billet, ni de l'heure, ni de quoi que ce soit, puisque elles nous ont accompagnés au guichet et on a demandé les tarifs. Il y en avait pour un peu plus de 800 €. Et ces 2 femmes, en fait, dont une qui s'appelle Nathalie, nous a dit, écoutez, vous me paraissez sincère, je ne vais pas vous laisser là au Sénégal et je vais vous financer les billets. On a été soulagés, mais elle a payé les billets, donc on devait partir le lendemain matin à 6h de Dakar. Et les Sénégalais ont un tempérament très cool, très calme, ce sont des Africains. Donc la dame sénégalaise a enregistré les billets. Elle nous les a sortis et elle nous a gentiment dit en tapotant les billets, tenez, c'est bon, donc vous partez mardi matin. On a dit non, c'est ceux de lundi. Ah, donc du coup, il a fallu tout recommencer, la transaction. Et en plus, du coup, il y avait un surplus financier. Donc cette fameuse Nathalie a dû à nouveau sortir sa carte bancaire et redonner de l'argent. Voilà. Pour que vous puissiez prendre le vol du lundi et être rentré pour prendre votre travail. Voilà, pour qu'on puisse prendre le vol du lundi et rentrer pour être à l'heure au travail. Voilà, ces 2 jeunes femmes ont été d'un grand secours, vraiment, hein, pour nous. Et donc, elles nous ont tout financé, les billets, le surplus, tout. On a pu prendre l'avion à 6h le lendemain et arriver en France. On n'avait pas de moyens non plus téléphoniques de joindre nos familles qui nous attendaient à l'aéroport. J'ai demandé à l'aéroport de Dakar si on pouvait passer un coup de téléphone. Ils ont jamais voulu. J'ai demandé encore à cette fameuse Nathalie si elle pouvait gentiment le lendemain matin, elle, passer un coup de fil à nos familles qui devaient venir nous chercher pour expliquer que le vol avait été décalé, enfin. Ce qu'elle a fait. Donc là, vous avez de la chance. Là, vous avez joué sur la solidarité féminine, sur la solidarité nationale, et tout s'est bien terminé. Quand vous êtes assise dans votre place d'avion, ça a été avec un grand soupir de soulagement, oui. J'imagine. Mais finalement, vous avez un bon souvenir de ce petit aléa de voyage. Oui, on a un super souvenir vraiment. Et puis on a rencontré cette fameuse Nathalie qui, voilà, on correspond toujours un peu. Hein. On l'a évidemment remerciée dès qu'on est arrivé en France. Là, elle sait que cette émission, il y a l'enregistrement de cette émission, donc on voulait d'abord la remercier encore une fois, hein, parce que vraiment elle a été d'un grand secours. Et puis du coup, ça nous fait aussi rencontrer finalement à 8000 km de la France des Français, des gens super aussi, des Français à 8000 km. Et il y a des gens super partout. Oui. Vous avez rencontré des Sénégalais super, vous avez rencontré des Français super. Oui. Et je crois que maintenant, il va me rester à vous remercier, Paula et Charline, et à vous souhaiter de continuer à partir à la découverte de, comme dirait notre Charles Baudelaire national, ces pays merveilleux où la nature donne des arbres singuliers et des fruits savoureux, des hommes dont le corps est souple et vigoureux, et des femmes dont l'œil, par sa franchise, étonne.
C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François. Sénégal, Almalon, Dakar, les Nyonte, Kwanyabita, Malile, Almalon, Bamako, Diatale, Kwanyabita, la Guinée, Almalo, Konakiri, Diata, Wayimbita, Congolais, Almalo, Zaire, les Nyonte, Kwanyabita, Abidjan, Almalo, Kodiwara, Nyonte, Wayimbita, Cameroun, Almalo, Douala, Diatale, Kwanyabita, Nigeria.